L'Espagne rejoint l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. On en parle, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo débrief. Ça y est, le récap du jour de cette Coupe du Monde. On connaît l'adversaire de l'équipe de France pour ce mardi 14 juillet, demi-finale de Coupe du Monde. Ce sera l'Espagne. Et une revanche de l'Euro 2024, une revanche de la Ligue des Nations 2025. Cette Espagne-là doit craindre l'équipe de France, mais l'équipe de France doit craindre également cette Roja qui va disputer sa deuxième demi-finale de Coupe du Monde au XXIe siècle quand même. Donc voilà, après avoir battu la Belgique de buts à 1 sur un match maîtrisé globalement de la part des Espagnols, pas toujours flamboyant, mais très très efficace, très dangereux, avec des plans de jeu bien précis et une Espagne qui s'impose de buts à 1 grâce une nouvelle fois au super sub Mikel Merino, 88e minute de jeu cette fois-ci. C'était la 91e contre le Portugal, le super sub parfait de la part de Luis de la Fuente qui permet de faire plier la Belgique de Rudy Garcia qui malheureusement aura été quand même assez dominée dans cette rencontre et qui s'arrête donc au stade des quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026, mais on parlera de la Belgique évidemment. Il y a quand même des choses positives à conserver de cette Coupe du Monde bien évidemment. Si vous aimez tout ça, vous pouvez vous abonner, liker, retrouver l'analyse de France-Maroc qui est sortie hier. On va plancher un petit peu sur cet Espagne-là aussi, mais on va d'abord regarder tranquillement le résumé du match. Le momentum est aberrant. C'est une maîtrise totale de l'Espagne. C'est une maîtrise complètement différente de l'équipe de France. L'Espagne dicte son rythme, dicte son tempo, endort un petit peu l'adversaire sur un faux rythme. 1,96 XG, 68% de possession de balle, 17 tirs, 41 ballons touchés dans la surface de réparation adverse. C'est juste impressionnant. Cet Espagnol-là domine son sujet. Cet Espagnol-là fait mal. Et cet Espagnol-là s'était présenté avec une composition d'équipe très peu surprenante. La seule petite surprise, on va dire, de ce 11, c'est l'entrée de Fabian Ruiz dans le 11 à la place de Pedri. Pedri fait pas la meilleure des Coupes du Monde, très honnêtement, et Fabian Ruiz, son rôle, ses capacités de projection, son jeu aussi, son jeu tout simplement a fait la différence aussi sur ce match-là. Il est buteur, Fabian Ruiz, c'est un choix qui va conforter Luis de la Fuente, enfin un match qui va conforter le choix de Luis de la Fuente, c'est mieux si je mets le mot dans le bon ordre, et ce Fabian Ruiz-là a fait très très mal à la Belgique en marquant, en profitant de cet arrêt de Thibaut Courtois sur une frappe, je ne sais plus de qui, ça tombe bien, je crois que c'est Daniel Mo, oui, c'est une remise sur Daniel Mo et un arrêt de Thibaut Courtois, puis Fabien Ruiz a bien suivi, Thibaut Courtois sorti sur blessure, et ça a fait mal à la Belgique puisque malheureusement son remplaçant, Sean Lemans, a été fautif sur le but, sur une frappe lointaine de Pau Cubarsí, bien suivi par Mikel Merino. Mais on reviendra sur ça quand on parlera de cette Belgique. Cet Espagne-là, a fait le travail, a dominé son sujet, encore une fois au niveau statistique, domine absolument dans tous les compartiments du jeu quasiment, 598 passes lors de cette rencontre-là, 17 tirs, 8 cadrés, on l'a dit, 41 ballons touchés dans la surface de réparation. Ils ont dominé absolument partout les Espagnols et la Belgique a eu du mal. A eu quand même quelques séquences où ils ont réussi à sortir grâce notamment à Jérémy Doku. Plutôt en jambes, Jérémy Doku, franchement. Et ce but de Charles de Ketelaar aussi, avec un duel aérien remporté sur Pau Cubarsí. La Belgique a quand même lutté très longtemps avec ces Espagnols, ils les ont embêtés. Mais l'Espagne va rejoindre les demi-finales de Coupe du Monde, fera face à l'équipe de France. Et je suis très très curieux de voir l'approche de Luis de la Fuente face à cette équipe de France-là qui a vraiment des armes pour faire extrêmement mal à cet Espagnol-là. Mais attention, à pas tomber dans le piège espagnol, à pas se faire endormir un petit peu aussi par les Espagnols, parce que je suis impressionné par la façon dont ils dictent le rythme, quand ils choisissent d'accélérer, quand ils choisissent de t'endormir, ils peuvent t'anesthésier le match, accélérer sur un décrochage, une qualité technique qui est quand même hier soir a été encore une fois remarquable, sur les remises, sur les jeux en une touche, sur les petits périmètres, sur cette recherche de la verticalité dans l'axe. Bravo, l'Espagne, donc ça va être un match costaud, ça va être un choc ce 14 juillet, j'ai très très hâte de voir ça. Et on se projettera également sur le match du soir entre la Norvège et l'Angleterre, 23h du côté de Miami, arbitré par Clément Turpin, la France, messieurs, dames. Norvège-Angleterre, forcément, quart de finale, ça aussi très très attendu, un duel de numéro 9, Harry Kane, Erling Haaland, et tout ce qui s'ensuit, évidemment, la Norvège qui dispute son premier quart de finale de son histoire. Le vainqueur fera face au vainqueur d'Argentine-Suisse, qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin. Donc on n'aura pas à attendre très longtemps entre le Norvège-Angleterre et l'Argentine-Suisse. Et on connaîtra rapidement
l'affiche des demi-finales également de mercredi 15 juillet. Voilà pour le tableau de présentation. On se rapproche de la fin de cette Coupe du Monde et on va pouvoir basculer sur cette Espagne. Cette Espagne magnifique. On reprend évidemment le petit Pick Pen. Alors, j'ai pas fait une analyse très poussée, j'ai pas non plus fait 10 000 screens, mais quelques petits visus rapidement pour voir un petit peu cette Espagne-là. On avait une Belgique qui était positionnée en 4. Alors, il y a le latéral qui est là, hein, qu'on voit pas sur l'image, mais qui est par là. En 4-4-1-1, avec De Bruyne juste dessous de Ketelaar, sans le ballon. Alors, parfois, De Bruyne venait sur une position de deuxième attaquant, mais globalement, cette Belgique-là était en 4-4-1-1 et ça n'a pas empêché les Espagnols de faire assez mal, avec une Espagne qui est disposée avec des ailiers qui mangent la ligne, qui élargissent le bloc belge exprès pour libérer des espaces. On le verra un petit peu plus après, mais là, on voit par exemple sur cette image-là un Carlos Baena très très haut, et un Mikel Oyarzabal et un Dani Olmo qui ont été assez impressionnants. Tout d'abord, l'Espagne fait mal par des différences individuelles, une qualité technique qui est forcément un petit peu au-dessus, on le voit sur cette image-là, parfait. Carlos Baena est ici, il colle la ligne, Lamine Yamal est de l'autre côté, pareil. On a Mikel Oyarzabal dans l'axe, et on a en fait ce jeu espagnol qui va beaucoup rechercher cet axe-là, avec notamment Dani Olmo qui fait des différences, va accélérer le jeu, est très en jambes je trouve sur les débuts de match à chaque fois. Peut-être qu'il s'éteint un petit peu au fur et à mesure des rencontres, mais en tout cas sur ses débuts de match, sur ses prises de balles, c'est quelqu'un qui fait d'énormes différences sur des prises de balles. Ici, vous avez cette passe-là vers Dani Olmo et ça va être une simple feinte de corps. Alors peut-être que les Belges se font éliminer beaucoup trop facilement, mais c'est une simple feinte de corps sans réellement toucher le ballon qui va éliminer 2 joueurs belges. Parce qu'on voit que Mekele commence à faire l'avancée vers Dani Olmo, mais en fait Dani Olmo il va faire feinte de corps, il va passer ici et donc ça va éliminer 2 joueurs belges sur une prise de balle, toujours vers l'axe. C'est très important, cette volonté de toujours rechercher l'axe du côté de l'Espagne. Prise de balle, regardez, hop, la feinte, il y a 2 joueurs belges qui sont cuits. Tac, sur cette prise de balle-là, et Dani Olmo fait très mal sur ses contrôles, sur ses prises de balle, sur ses orientations du corps, sur ses feintes de corps, et là, il va passer. Et puis, en faisant ça, regardez l'axe qui s'est ouvert ici entre les 2 défenseurs centraux, entre Ngoy et Mekele. Vous avez un boulevard. Alors, le ballon ne sera pas forcément très bien exploité, parce que derrière, il va chercher Carlos Baena, et il va lui donner un petit peu dans le dos, ça sera malheureusement pas parfait, mais il y a l'idée, et l'idée elle est là, c'est que toujours recherche d'axe, toujours différence individuelle. Techniquement, les mecs sont au-dessus, vraiment, c'est impressionnant. Et c'est pour ça que je suis très très curieux de voir contre la France et cette bataille au milieu de terrain qu'on aura. À voir si ce sera Aurélien Tchouaméni, Rabiot, Manu Koné, Rabiot, Koné, Tchouaméni, pourquoi pas, je sais pas. J'en sais rien, on verra les choix de Didier Deschamps. Mais ouais, Dani Olmo, très très en jambes sur le début de match, tout comme Jérémy Doku, un côté belge, qui a aussi fait pas mal de différences pour sortir du pressing espagnol. Mais voilà, toujours un Dani Olmo assez efficace, un bloc espagnol qui est positionné ici, cette fois-ci en, je vais dire 4-4-2, mais pareil, sur les phases défensives, pareil, ils sont un petit peu hybrides aussi, les Espagnols. On a un Rodri qui a une position un peu plus basse que les autres joueurs. Un Fabian Ruiz qui a été très intéressant sur ce match-là également. Et une Espagne qui surtout met beaucoup de densité autour du ballon quand ils ne l'ont pas. Il y a plusieurs phases où les Belges ont été obligés de jouer long parce qu'il y a beaucoup trop peu de solutions créées par un contre-pressing espagnol assez aberrant, où les mecs mettent énormément d'intensité, mettent beaucoup de personnes autour du ballon pour empêcher les Belges de trouver des solutions. Parfois, il y avait plus d'Espagnols que de Belges, alors que c'est la Belgique qui avait le ballon et qui cherchait des solutions à sortir. Et ça obligeait la Belgique à allonger, perdre ses ballons, parce que dans les duels aériens ou sur les seconds ballons, l'Espagne était présente, notamment avec Aymeric Laporte dans le domaine aérien. Même si Charles de Ketelaar a montré que, avec ce but de la tête, il n'était pas si mauvais dans l'exercice, mais parfois c'est des ballons longs qui sont pas forcément à destination de certains joueurs, mais qui sont plus dans des zones, et c'est des zones qui sont souvent désertées, et ça a été un grand mal de la Belgique à sortir ces ballons-là, à être en difficulté, mais par le pressing espagnol, et je suis très curieux de voir comment l'équipe de France va s'en sortir face à ce pressing ici. On a un foot de mouvement. Enfin, de toute façon, l'Espagne, vous savez, je ne vais pas révolutionner le domaine de l'analyse en vous disant ça. Mais on a, par exemple, cette action-là. Rodri a le ballon, orientation du corps, hop, 3/4 vers cette zone-là du terrain, vers la zone droite. On a 2 appels. On a l'appel de Lamine Yamal dans l'axe. Toujours cette recherche d'ouverture d'espace. Lamine Yamal qui va appeler dans l'axe pour ouvrir le côté à Pedro Porro qui part, lui,
demander le ballon dans le dos de Jérémy Doku et de la défense belge. Mais en fait, on a cette faculté, et Rodri est vraiment excellent dans ça, pour dicter le tempo des matchs, à ne pas se précipiter, puisqu'en fait, finalement, Rodri, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher Pau Cubarsí. Il va pas du tout jouer ni sur Lamine Yamal ni sur Pedro Porro. Il va chercher Pau Cubarsí, qui lui va s'insérer ici pour aller chercher Pedro Porro, qu'on ne voit pas sur le screen, mais qui est par là. Et qui lui, Cubarsí est dans une bien meilleure position pour servir Pedro Porro, avec moins de risques de joueurs belges. Il n'y a aucun joueur belge sur la trajectoire de passe entre Cubarsí et Porro. Alors c'est peut-être une passe qui est moins dangereuse, mais moins risquée, et ça dicte le rythme totalement. Et Rodri est vraiment excellent dans ça. Pedro Porro, lui, sur sa prise de balle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans l'axe tout de suite. Prise de balle axiale. On voit Daniel Mo qui est positionné assez haut. On voit, il me semble que c'est j'ai un doute. J'allais dire c'est Fabien Ruiz, mais j'arrive pas à reconnaître sur les screens, c'est très beau. On a toujours cette, c'est Michael Oyarzabal logiquement, qui est ici, mais Daniel Mo pareil, va s'insérer également entre Yamal et Oyarzabal pour aller chercher encore une fois un appel dans l'axe. Prise de balle de Pedro Porro vers l'axe, qui va chercher Daniel Mo du coup, qui s'est mis dans cet intervalle-là, qui traîne. C'est pas très bien réalisé, c'est bien fermé par la Belgique, ça va rien donner, mais on a de l'idée en fait. Et l'idée elle est là, c'est que c'est Rodri qui dicte le tempo du jeu, et c'est des accélérations soudaines des mecs qui vont s'insérer dans ces idées-là. Sur certaines séquences également, on a vu parfois les Espagnols avec un Lamine Yamal qui dézone, qui vient soit sur le côté gauche, soit dans ce demi-espace à gauche, amener du danger. Là, il va aller gratter un coup franc. Il est juste là, Lamine Yamal. Je sais absolument pas faire un rond, mais c'est catastrophique par contre. Lamine Yamal est juste là. Voilà. Il a fait un excellent match, Lamine Yamal. On sent qu'il est rentré dans sa Coupe du Monde là. On sent que voilà, il est pareil forcément à 100%, parce que je crois qu'il n'est pas joué depuis avril avec la fin de saison avec le Barça où il avait été blessé avant cette Coupe du Monde là. Il est monté en puissance au fur et à mesure. Il arrive à 100% au meilleur des moments, c'est-à-dire quand les matchs comptent. Et encore une fois, hier, il a fait tellement de différence techniquement, par le dribble, par la course, partout en fait. Et il amène tellement de danger. C'est un joueur très très important, et c'est ce qui, je pense, fera que Désiré Doué sera titulaire contre l'Espagne au lieu de Bradley Barcola, parce qu'on l'a vu que Désiré Doué, son activité sans ballon face à Achraf Hakimi avec le Maroc était hyper impressionnante, parce que défensivement, il avait sa contribution, et je pense que la volonté d'Didier Deschamps sera de museler un petit peu Lamine Yamal. Est-ce qu'ils y arriveront? Ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, et on aura la réponse mardi. Mais peut-être cette volonté de mettre Désiré Doué, qui défensivement amènera peut-être plus de sécurité qu'un Bradley Barcola, qui pourra rentrer derrière pour exploiter de l'espace en fonction du scénario du match. Mais un Désiré Doué pourrait épauler Lucas Digne sur un Lamine Yamal qui parfois peut aller chercher une autre zone, comme on le voit ici, mais ouais, c'est quand même assez impressionnant. Et autre particularité de l'Espagne, là on le voit extrêmement bien sur ce screen, Lamine Yamal ici, Carlos Baena ici, on a Mikel Oyarzabal ici, et on a Fabien Ruiz qui va s'insérer toujours dans ce demi-espace. Et en fait, le fait que tes ailiers soient très élargis du côté de l'Espagne fait que ça t'ouvre en fait ces intervalles entre central, latéral, entre ton ailier et ton neuf. Et en fait, c'est soit tes latéraux qui vont venir s'y insérer, soit c'est Fabien Ruiz et Daniel Mo. Alors Daniel Mo, là, il est ici, il est un peu plus en retrait, il est venu décrocher, mais c'est Fabien Ruiz qui va venir chercher cette position-là. Il aime beaucoup le faire, on le voit le faire avec le Paris Saint-Germain, Fabien Ruiz, d'aller venir porter le surnombre offensivement, et il sait le faire, et je pense que c'est pour ça que Luis de la Fuente l'a mis. C'est pour cet apport-là également offensif, et ça a marché parce qu'il s'est projeté devant, et qu'il a aussi marqué. Il a bénéficié de cet arrêt de Thibaut Courtois qui le relâche dans l'axe pour aller marquer ce but du 1-0. Il a été décisif, mais il est très très bon dans ça, Fabien Ruiz, et ils aiment aller porter le surnombre, ces Espagnols-là, dans cette zone-là, avec des ailiers vraiment présents sur la largeur pour pouvoir justement offrir ces intervalles d'appel aux latéraux ou au milieu de terrain, Daniel Mo et Fabien Ruiz qui vont se projeter dedans. C'est une des particularités de cette Espagne-là. Et on a encore une fois une Espagne qui dicte le rythme. On a cette action 16e minute de jeu. Rodri a le ballon ici. On a deux choses. On a Daniel Mo qui va faire cet appel dans l'axe, et on a du coup Mikel Oyarzabal qui va venir décrocher, qui sera suivi par Brandon Mekele en fait. Et l'objectif de Mikel Oyarzabal sur ce décrochage, c'est pas forcément, c'est d'avoir le ballon forcément, c'est d'offrir une solution à Rodri, mais c'est aussi d'attirer le défenseur central. On le voit ici sur cette image là, Mikel Oyarzabal a décroché, il est avec Brandon Mekele qui est juste ici, et on a Daniel Mo qui a fait cet appel là, qui est bien suivi par Nathan Ngoy. Ce qui fait que l'Espagne sur ce plan offensif se retrouve avec un Baena
ici, hein, Lamine Yamal qui est ici et en fait, c'est du 1 contre 1 derrière et ces situations de 1 contre 1, c'est pas toujours des bonnes idées. Finalement, Rodri va jouer sur, va revenir derrière, va pas jouer sur, le décrochage de Mickaël Oyarzabal, mais qui a tiré Brandon Mekele et du coup, on est sur cette situation de 1 contre 1 offensivement, avec donc 3 défenseurs belges contre, 3 offensifs espagnols. On continue à faire tourner du côté de l'Espagne, on continue à dicter. Rodri récupère le ballon, il va jouer sur Pedro Porro. Vous voyez mais que Brandon Mekele, qui suit toujours Mickaël Oyarzabal, n'est pas toujours replacé. Mais du coup, il suit parfaitement le numéro 9 de la Real Sociedad. Et on va chercher tranquillement Pedro Porro sur un côté du côté espagnol. On fait tourner, on dicte le rythme, on s'affole pas, on garde la possession pendant plus de 30 secondes. Et on a cette accélération-là, parce que derrière, il y a la qualité technique qui va parler. Lamine Yamal, Pedro Porro, le 1-2, il est techniquement très propre. Et derrière, c'est Porro qui va chercher à changer de côté parce qu'on a de l'espace pour Baena ou pour Cucurella s'il cherche à s'insérer là, mais on a énormément d'espace parce que la Belgique a été un petit peu bougée par cette possession espagnole. C'est pas extrêmement bien réalisé par Baena, parce que le ballon est trop long et va sortir, mais l'idée est là encore une fois. On essaie d'étirer ce bloc espagnol, de faire sortir un petit peu certains joueurs. Vous voyez là, voilà, on a ce screen là de cette passe là, il y a de l'espace à exploiter pour c'est Baena du coup qui va se projeter. Et Pedro Porro, malheureusement, c'est pas bien exécuté. Elle partait bien cette demi-volée, il la prend un peu externe. Mais t'as de l'espace à exploiter, et cet Espagnol-là, voilà, beaucoup de mouvements, beaucoup de différences, et ça fait mal. Globalement, voilà pour l'Espagne. On va pas non plus, pas rentrer non plus dans le débat hyper précis, enfin dans l'analyse hyper précise parce que, j'ai pas tous les éléments, mais, globalement cet Espagnol-là, voilà, mais beaucoup de mouvements, joue avec énormément de largeur pour pouvoir, permettre à ses latéraux et à ses milieux de terrain notamment de se projeter pas mal dans le demi-espace. C'est surtout ça qu'il faut garder sur ce match-là, et on verra, mais je serais curieux de voir quelle va être leur approche face à l'équipe de France, parce qu'en fait cet Espagnol-là, parfois défend avec beaucoup de distance à défendre en fait, parce qu'il joue très très haut, et du coup ça oblige Laporte, Koubarsi à parfois devoir défendre sur 40-50 mètres, et devoir défendre sur 40-50 mètres face à une Belgique qui a du mal à sortir, ok, face à une équipe de France qui a une exploitation de l'espace monstrueuse, ça peut être un autre délire. Ça peut être un autre projet. Si on a des latéraux comme ils font Cucurella et Pedro Porro qui montent beaucoup, pareil, tu laisses de l'espace derrière, tu peux laisser ta défense centrale un petit peu perméable, et ça pourrait permettre à l'équipe de France d'exploiter de l'espace. Donc est-ce que l'Espagne va essayer de, pas se renier, mais essayer de prévoir un petit peu ce déficit-là, ou est-ce qu'ils vont vouloir imposer leur rythme, imposer leur jeu, et à savoir comment l'équipe de France va réagir. Je suis très très curieux de savoir ce qui va se passer sur ce France-Espagne mardi, ça va être hyper intéressant. Pour la Belgique, c'est une fin de parcours, mais bon, entre guillemets, c'est la fin de la génération dorée, c'est la dernière Coupe du Monde de De Bruyne, de Courtois, notamment, qui ont, de Axel Witsel, hein, qui est rentré quand même, de Romelu Lukaku aussi, qui a été le super sub parfait de cette Coupe du Monde. Malgré tout, 30 minutes de jeu, malheureusement, il n'a pas touché beaucoup de ballons, il a été pas mal esselé. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Joachim Saiss, qui je trouve a été en difficulté sur ses 2-3 premiers duels avec Lamine Yamal, mais derrière ça a été plutôt très très bon. La sortie de Thibaut Courtois, forcément. Alors est-ce qu'il est fautif sur le but encaissé? Moi je trouve pas, parce que c'est vraiment un arrêt réflexe où il va très très vite au sol. Il y a vraiment cette capacité à aller très très vite au sol, Thibaut Courtois. C'est vrai que derrière il remet le ballon dans l'axe, mais est-ce qu'il peut faire mieux? Moi je pense pas, parce que le ballon arrive très très vite. Par contre, Sen Lamans sur le but, le deuxième but, la frappe lointaine de Koubarsi, il essaie de la capter, il la relâche. Voilà, tout le monde sait qu'il a fait une erreur. Il doit pas relâcher ce ballon, ou s'il la relâche, il doit pas la relâcher dans cette zone-là. Fabien Ruiz a bien suivi, la défense belge était un petit peu en retard, et forcément ça conduit au cajot. Bon, c'est vrai que le contexte en fait dans lequel il rentre, et j'ai écouté l'analyse de Peter Schmeichel ce matin. Contexte de Coupe du Monde, t'affrontes les champions d'Europe en titre, il reste 10 minutes, tu rentres, t'as pas touché une bille du match. Tu rentres à la place de Thibaut Courtois, c'est ton premier match de Coupe du Monde. Le contexte est très très compliqué, et forcément, quand tu remets tout ce contexte-là, l'erreur elle est probable, et peut-être plus probable que dans un contexte forcément plus simple, et ça a conduit forcément à ce deuxième but espagnol. Mais la Belgique a eu du mal à exister en fait sur l'ensemble du match. Ils ont eu quand même des phases, hein. Je trouve que le momentum, quand on le regarde comme ça, il cache un petit peu certaines actions belges, où notamment Jérémy Doku fait énormément de différence. Moi, je l'ai trouvé très bon sur la première mi-temps, notamment Jérémy Doku, où il arrive à ressortir les ballons grâce à sa qualité technique. Mais cette Belgique-là,
Quand tu sais d'où elle venait avant l'arrivée de Rudy Garcia, qui est nommé, je crois, en janvier 2021, c'est-à-dire que le dernier match avant, l'arrivée de Rudy Garcia, c'est une défaite 1-0 contre Israël, en Nations League. Regardez la compo de la Belgique. Alors oui, il y avait des absents parce qu'il y avait des blessés, mais il y avait également des cadres qui voulaient pas vraiment revenir. Tu avais une défense Woodface, de Bast, tu avais Vermeuren, Mangala, Engels au milieu de terrain. Voilà, tu avais quand même un banc qui tirait peut-être parfois un peu la gueule. Et le travail donc, pas que de Rudy Garcia, mais notamment de Rudy Garcia, est quand même, assez impressionnant pour préparer cette coupe du monde. La Belgique revient d'assez loin, je trouve, en 1 an et demi. Et peut, même si il y a beaucoup de joueurs qui sont âgés, voilà, De Bruyne, Courtois, Lukaku, Van Aken, Mekele aussi, c'est des joueurs qui sont assez âgés, mais tu as quand même une base aussi sur lesquelles tu peux travailler. Nathan Ngoy a montré de très belles choses, même si il y a ce carton rouge contre l'Iran. Bah, mine de rien, il a que 23 ans et on le dit à chaque fois, c'est un excellent défenseur central. Il fait encore un gros match hier. Jérémy Doku n'a que 24 ans et ça peut être le leader d'attaque. De Ketelaar n'a que 25 ans, donc il y a encore de marge de progression. Maxime de Kuiper, que 25 ans. Joachim Seyss qui vient de rentrer, il a 21 ans. Donc tu as une base quand même sur laquelle travailler, même au niveau des gardiens de but. Sen Lemon, ça fait une erreur, mais il fait une top saison avec United, il a que 24 ans. Il y a Mac Painter sur le banc. Salmakers qui est rentré, 27 ans, il n'est pas encore complètement fini, hein, vous inquiétez pas, de loin. Diego Moreira est encore là. Il n'a pas beaucoup joué, quand il a joué, il était bon. Mais voilà, Mathias Fernandes-Pardo, il y a quand même une belle génération belge qui arrive, il y a quand même du renouveau à avoir. Et ça pourrait être la première pierre angulaire posée sur cette Coupe du Monde. Est-ce que Rudy Garcia s'installera dans le long terme? Je ne sais pas. On n'est pas toujours fan de ses méthodes, pas toujours fan de ses choix, mais pour le coup, il a fait du bon boulot et il a permis à la Belgique de s'offrir dans des scénarios un peu fous un quart de finale de Coupe du Monde. Avec, je pense, le match référence sera celui contre les États-Unis en 8e de finale. Pour cette Belgique, pour l'Espagne, eh ben on verra. Et ce soir, c'est Norvège-Angleterre, on l'a dit, de toute façon on a fait la preview, je vois l'Angleterre passer parce que je trouve que l'Angleterre a une belle gueule de finaliste, mais ça va être un très très gros match et je suis très curieux de voir ce match-là, voir ce que va mettre en place cette Angleterre. Alors est-ce que du coup avec la suspension de Kwanzaa, Spence retrouvera le côté droit et Dan Burn l'axe? Dan Burn, il me régale moi. L'entrée de Dan Burn contre le Mexique était assez stratosphérique. Marc Guehi est blessé, forcément c'est une absence de choix pour cette Angleterre. Quentin suspendu et Jordan Henderson, vous avez suivi de toute façon, c'est pété. Alors là, il met poignet, je crois que c'était pété le bras, moi, sur la célébration d'après-match en glissant sur la barrière. C'est une blessure un peu con. Et c'est fin de Coupe du Monde pour Jordan Henderson. Voilà pour cette petite review tranquillement de ce match Espagne-Belgique. Voilà pour cette petite micro-preview de Norvège-Angleterre. De toute façon, on a fait les previews des quarts de finale, c'est sur la chaîne. Vous avez l'analyse de France-Maroc à retrouver. Voilà, vous connaissez la recette, vous connaissez la musique. J'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end. On se retrouve dès demain pour le débrief de Norvège-Angleterre et d'Argentine-Suisse. Forcément, on aura 2 matchs au programme. Et puis après, on se projettera vers les demi-finales. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao tout le monde.